Ce matin-là, je me réveille, il est à mes côtés. Je sais que c'est la dernière fois qu'on se réveillera ensemble. Il part travailler, on se dit au revoir, à tout à l'heure. Il m'embrasse. Le soir, on doit aller au cinéma. Mais je sais au fond de moi qu'il n'y aura jamais de cinéma. Car cette histoire, elle va s'arrêter. Ça fait 2 jours que je m'y prépare, que j'y pense. Alors il s'en va, moi je me prépare de mon côté, je prends ma douche. Je scénarise un petit peu cette journée particulière. Bizarrement, je me dis que je dois être un peu sexy pour cette journée, donc je me mets une jolie robe noire, je mets des collants, je me maquille, je me coiffe, alors que je reste à la maison ce jour-là. Mais j'ai envie d'être belle pour cet événement. Les heures passent, il rentre, il ouvre la porte, il me voit. Oh, tu es très belle. Merci. Je vais prendre une petite douche et on va aller au cinéma. Alors il se dirige vers la salle de bain, il fait couler la douche. À la sortie de la salle de bain, il y a un canapé, donc je m'assois, je suis droite et je le fixe. Je dis rien. Il passe la tête à travers la porte de la salle de bain, il me regarde. Je sens dans ses yeux qu'il se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il me dit Qu'est-ce qu'il y a? j'ai un petit arrêt. Et je me dis bon bah, je lâche tout. C'est maintenant que ça se passe. Est-ce que t'as une deuxième fille? Il y a un arrêt, son cerveau s'arrête. Pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que t'as un deuxième enfant? Là, il répond pas. Ça te regarde pas? On aurait pu d'ailleurs s'arrêter là. J'avais ma réponse. Mytho, une série réalisée par Daline, relate des histoires vraies et surréalistes de mythomanes. Dans Le Bodyguard, premier épisode de cette série, on vous raconte la vie d'une femme amoureuse d'un mythomane. 8 ans de mensonges. Je m'appelle Daline, j'ai 43 ans et je suis journaliste pour la télévision. En amour, ça n'a pas été très simple. Depuis quelques années, j'ai des histoires, mais pas de grandes histoires d'amour. Jusqu'au jour où j'ai rencontré cet homme. Ça a été un véritable coup de foudre. Et pour la première fois depuis très très longtemps, j'ai eu envie de faire un bout de chemin avec quelqu'un, avec lui. Le bodyguard. Notre rencontre a lieu en juillet 2011. Je travaillais sur un montage de reportage et j'ai un ami, David, qui me dit tiens, passe à la maison ce soir, viens dîner. Et après donc cette longue journée de travail, je débarque chez mon ami David. David n'est pas seul, donc il est avec cet homme. J'avais entendu parler de cet homme, tout le monde en parlait dans notre bande de copains, mais je ne l'avais jamais vu encore. Il me le présente, charmant, sourire. Il est avec une bouteille de ruinart à la main. C'était son anniversaire quelques jours auparavant, donc il avait amené cette bouteille de champagne pour le fêter avec son ami David et il se trouve que j'étais là, donc on ouvre cette bouteille. Alors je me dis, bah tiens, c'est classe, une petite bouteille de ruinart, le type à la classe, quoi. Il vient d'avoir 38 ans, moi j'en ai 35. Il est souriant, il est très complice avec David, avec moi, on rigole, on passe une soirée fort agréable. Il me pose des questions, il s'intéresse à moi, puis des questions un peu plus personnelles. Tu as des enfants? Non. Et toi? Moi non plus, mais j'ai vraiment hâte. Et finalement, ça me charme. Je suis habituellement sûre de moi, mais là, je suis troublée. Je comprends pas trop ce qui se passe. Il regarde mes pieds. Alors, ce jour-là, c'est vrai que moi, je suis souvent en talons et bon, comme j'avais bossé toute la journée, j'étais en ballerine. Daline, tu as très jolis pieds. Je trouve ça un peu charmeur, mais voilà, ça fonctionne sur moi. J'ai l'impression d'être une petite fille. Je rougis presque même quand il me parle. Je sens qu'il se passe quelque chose. Je m'intéresse aussi évidemment à lui, donc je lui pose quelques questions et je comprends qu'il fait de la protection rapprochée, que c'est un bodyguard. D'ailleurs, il a le look, il est grand, il est... alors, baraqué, c'est un bien grand mot, mais voilà, on sent qu'il a de la force, qu'il est quand même un peu musclé. Et puis quelque part... son physique, c'est un mélange de Jason Statham et de Bruce Willis. Donc il a le crâne rasé, il est très charismatique, il est tatoué, il est bien habillé, il est classe. Il porte une chemise cintrée. On a l'impression qu'il sort d'un film en fait, ce type. Il en impose. Et même son prénom n'est pas commun. Et en fait, je remarque qu'il a une étoile de David autour du cou. Donc je me dis, bah, il est juif. Voilà, le dîner se passe, on devient assez complices. Et puis à la fin de ce dîner, moi je rentre chez moi. Et le soir même,
je reçois une demande d'amis sur Facebook. Aloha, c'était un plaisir cette soirée, mademoiselle. Je suis attirée par lui, mais il y a quelque chose en moi qui me dit, je ne sais pas si je peux être à la hauteur de ce type-là. Il est peut-être trop bien pour moi. Je me sens pas à la hauteur. C'est trop beau pour être vrai, il est trop bien, il est trop charismatique. Voilà, il y a quelque chose qui est troublant, trop sensuel. Et je me dis quelque part, il y a peut-être un danger, je ne sais pas. Je suis sous son charme, mais je me dis, attention. Donc j'accepte sa demande d'amis sur Facebook. Là, on commence un échange de messages assez courtois. C'est pas le mec qui drague beaucoup, mais il a toujours une petite parole assez gentille. Un compliment. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de compliments. Donc évidemment, ça flatte. Quelque temps plus tard, notre bande de copains donne rendez-vous pour un verre rue Montorgueil, parce que c'est un peu notre quartier général là-bas, au centre de Paris. Et il est là. Je suis avec une amie, évidemment, toujours aussi charmeur, toujours aussi souriant, toujours aussi avenant. Donc je ne suis pas insensible. Et mon amie non plus. Et la soirée se passe et quand on part toutes les deux dans le métro, elle me dit... Maintenant qu'on est toutes les deux, là, dis-moi, le bodyguard tout à l'heure, il est plutôt sexy, hein? Ouais, c'est vrai, mais attention. T'en veux pas? Non. Enfin, je sais pas. Bah franchement, si t'en veux pas, je le prends, moi. Cette phrase, elle sera déterminante. Parce que finalement, je le veux. Et il faudra que je l'ai. Je l'aurai. Alors nous nous revoyons régulièrement avec nos amis après ça. Une soirée dans des bars ou chez notre ami David. Jusqu'à cette soirée du 14 octobre 2011. Où nous fêtons l'anniversaire d'une fille de la bande. Toujours dans un bar rue Montorgueil, le Marie Stewart. J'ai mis une mini-jupe noire, des collants noirs, les loups-boutins de 10 cm, petit col roulé noir. Je sais que je vais le revoir, donc j'ai mis le paquet. Évidemment, il me complimente, comme d'habitude. Je n'ai jamais avoir de compliments. La soirée se termine. Il me raccompagne à mon taxi. Et là, on s'embrasse. Voilà, c'est le premier baiser qu'on échange. Je rentre chez moi, on m'envoie des messages, toujours des compliments. Il espère me revoir. Et là commence notre histoire. Donc les jours, les semaines passent. Je le vois pas beaucoup. Il est souvent en mission, voilà, comme il dit. Des missions de bodyguard. Des milliards de bisous. Je rentre demain. Petit aller-retour non prévu. J'espère que tu vas bien. Passe une très belle nuit. Mais t'étais où alors cette semaine? J'ai rien compris. Zurich et Riga. Là, il m'explique qu'il a une société de protection rapprochée en Suisse. Ce qui explique pourquoi il fait beaucoup d'allers-retours là-bas. Il m'explique qu'il assure la protection de personnalités franco-israéliennes. Il est d'ailleurs très proche de la communauté juive. Il dit pas grand-chose sur son travail, hein, il donne pas trop de détails. Un jour, il me sort une autre carte du personnage. Tu sais, je gagne pas vraiment ma vie en faisant de la protection rapprochée. Mais plutôt avec mes projets d'architecte intérieur. Ah bon? Mais t'as fait quoi comme projet? Oh, pas mal de petits trucs. Il y a eu l'appartement Starway to Heaven vers Montmartre. Et aussi un très beau projet de restaurant japonais à Ibiza. Je suis assez surprise et en même temps encore un peu plus séduite parce que je me dis, bah, il est incroyable, quoi. Il a cette sensibilité artistique et il a ce côté bodyguard, force, protection, justicier, quoi. Et j'adore. C'est l'homme parfait, c'est tout ce que j'aime, hein. C'est tout ce que j'aime. Je me souviens qu'à chaque fois qu'on montait dans sa voiture, dans son gros 4x4, la première chose qu'il faisait, c'était d'enfiler des gants en cuir ou des mitaines en cuir. Parce qu'il ne roule pas sans ses mitaines en cuir ou sans ses gants en cuir. C'est vraiment le style bodyguard avec un certain look, tout en maîtrise. Et je me souviens d'une scène dans la voiture. On est en train de rentrer chez moi. Et là, il me dit... Je dois mettre la voiture au parking. Ah bon, pourquoi? On peut la laisser en bas de la maison? Non, je peux pas. Je suis enfouraillé, je peux pas. Hein? Mais ça veut dire quoi, enfouraillé? Ouais, oublie, ça veut rien dire. Je suis un peu troublée, je suis dans la voiture et à ce moment-là, je réalise qu'en fait, il y a probablement une arme dans le coffre.
Je pose pas trop de questions parce que j'ai l'impression que, évidemment, ces missions sont un peu secrètes. Je ne veux pas être trop curieuse. Le mystère fait partie du personnage et c'est ce qui probablement a fait que je me suis accrochée très rapidement et que je suis tombée amoureuse. Je me laisse porter. Je suis sans cesse en manque de lui. Dès qu'on se quitte, je suis en souffrance. Il y a une alchimie comme j'ai jamais connue. Et d'ailleurs, c'est réciproque. Il me le dit, il comprend pas ce qui lui arrive non plus. On est assez perturbés. On passe 4 mois très intenses, toujours très passionnels. On se voit quand on peut, quand il peut surtout. Et en fait, tout va basculer au bout de 4 mois. Je rentre de voyage. Ce jour-là, c'était au mois d'août. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus. Il vient me chercher donc à la gare Austerlitz. On est très heureux de se retrouver évidemment et on part dîner ensuite dans un restaurant, le 404, dans le 3e arrondissement, un restaurant de couscous, assez huppé. On s'assoit à la table du restaurant. Lui est très heureux de me voir, je le revois avec son sourire, en me dévorant des yeux. Et en fait, je le sens étrange depuis quelques jours. J'ai envie de lui demander ce qui se passe. Je respecte ses missions, ses secrets, sa vie professionnelle, mais bon, il faut que j'arrive à me situer. Et donc, donc ce soir-là, je décide de lui poser la question cash. Est-ce que tu es mariée? Non, je suis pas marié, il n'y a que toi. Mais il faut que je te dise quelque chose. Ok, donc là j'attends. Le couscous arrive d'ailleurs à ce moment-là. Et là il me sort... En fait, je vais te perdre dans 1 mois et demi. Je sais pas comment te le dire quand on a commencé à se voir. Ah, ok. Tu vas être père dans 1 mois et demi. Ok. En fait, avant toi, je voyais une fille depuis 1 an et demi. On se voyait pas beaucoup, j'étais pas souvent là. On n'était pas vraiment ensemble. Mais c'était pas vraiment une histoire de cul. Tu me connais, c'est pas mon genre. Puis il y a eu ce fameux week-end, on est rentrés et on a décidé qu'entre nous c'était fini. On était d'accord tous les deux. Et un peu plus tard, j'étais en mission, je roulais sur l'autoroute avec les gars. Elle m'a appelé, elle m'a dit « je suis enceinte ». Et moi j'en voulais pas. Mais pour elle, il était hors de question d'avorter, j'ai pas eu le choix, j'ai été mis au pied du mur. Ok. Et donc elle a décidé de le garder. C'est une fille ou un garçon? Ah, une fille. Ah, j'étais soulagé quand je l'ai su. Moi, je voulais pas de garçon. Chez nous, dans la famille, les garçons, c'est un problème. Et maintenant, je suis content, je vais être papa. Félicitations alors si t'es content. Cette scène, elle est surréaliste. J'ai l'impression d'être un robot. Je ne touche même pas mon plat de couscous. Je le regarde, je suis dans la 4e dimension. Et je suis en train de féliciter l'homme que j'aime, éperdument, d'être bientôt papa. Il va avoir un enfant avec une autre. C'est complètement démentiel. Je le quitte le soir même. On part du resto, je mange pas, on rentre chez moi et je lui dis va-t'en. C'est terminé. Les jours passent, je suis très très malheureuse évidemment. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Lui ne le supporte pas. Il m'envoie des messages. Le temps a beau passer et je ne cesse de penser à toi. Le temps est long et sans saveur. J'espère que nous allons réussir à nous comprendre. Car ne plus te voir, ne plus t'entendre, ne plus te sentir, relate d'un terrible déchirement. Tu me manques horriblement. J'ai besoin de te voir. Je t'embrasse fort. Il voit pas la vie sans moi. Je suis sa bouffée d'oxygène. Il pense à moi du matin au soir, etc. etc. Donc bon, évidemment, on finit par céder et on se remet ensemble. Et c'est reparti pour un tour. La petite née, je la verrai qu'une seule fois. Un jour, il me la mettra dans les bras. Regarde Charlotte, je te présente la chérie de papa. Et il sera fier de me la présenter, mais moi j'ai un vrai blocage par rapport à ça. Mais voilà, elle existe, cette petite, il s'en occupe et ça a l'air d'être un bon papa pour cette petite. Et on avance dans notre histoire. Alors de temps en temps, il se confie sur la mère de sa fille. Il me dit que c'est une ancienne danseuse et qu'elle travaille aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique. Alors je me dis, une ancienne danseuse, ça doit être une belle femme, grande, avec un corps de rêve. Parfois, il lui arrive de se confier et ça se passe pas si bien que ça, l'histoire. Alors depuis qu'ils ont l'enfant, ils avaient prévu une garde partagée, tout était bien
calculé, organisé. Puis en fait, lui, le week-end, il est souvent avec moi, donc ça commence à créer des problèmes. Elle se plaint beaucoup. Elle n'arrive pas à voir ses copines. Il n'est pas là. Elle se retrouve à garder la petite quand c'est pas prévu. Et lui, en plus, avec ses missions. Donc elle se plaint beaucoup et il s'en plaint aussi en me disant que ça se passe pas bien. Un jour, on est sur les bords de Seine. On va boire un verre et on mange une crêpe. Et là, il y a une scène un peu dingue où il craque complet. Il me parle d'elle, il me parle de sa fille. Je la voudrais pour moi tout seul. Je voudrais que l'autre n'existe pas. Elle mériterait de finir dans un coffre. Tu peux pas parler comme ça, c'est sa maman. Tu peux pas la priver de sa mère. Je devrais prendre un avocat et lui mettre la misère pour avoir la garde. Ah non, fais pas ça. Elle a besoin de sa mère. C'est la première fois que je le vois pleurer. Ça me bouleverse. Je suis assez touchée, évidemment, de le voir souffrir. Je l'écoute, mais je suis désarmée. Je ne sais pas comment l'aider. La mère de sa fille, c'est un sujet tabou. J'ai encore du mal à digérer toute cette histoire, la naissance de cet enfant. Donc, je ne demande pas trop d'informations. J'ai pas trop envie de parler d'elle. Je vois que c'est une souffrance pour lui, donc je ne l'embête pas avec cela. En plus de ça, c'est une femme que, quelque part, j'en viens à détester parce que elle a quand même bouleversé notre histoire. Et pour moi, une femme qui fait un enfant dans le dos d'un homme, en ne mesurant pas les conséquences, c'est très, très égoïste. Elle va priver cet enfant d'une relation stable, de deux parents. Moi, j'ai du mal à digérer tout ça et je la déteste, cette fille, quoi. C'est l'ombre au tableau, c'est le nuage dans notre histoire. Alors, presque un an plus tard, il me parle d'un problème qu'il a, un problème financier. Il a un redressement fiscal sur sa société, visiblement d'architecte d'intérieur. Il y a une saisie sur son compte, ils lui ont pris tout son argent. Ils m'ont pris 60 000 euros. Je gagnais 10 000 euros par mois en moyenne, avec 5 000 de frais. J'étais bien. Il ne sait pas comment il va faire avec sa fille, il ne peut même pas lui payer une paire de chaussettes, il ne va pas pouvoir payer son loyer, il est très très mal, je sens qu'il commence à complètement déprimer, il se renferme comme un ours dans sa grotte et je sens que je suis en train de le perdre. Du coup, je décide de lui donner de l'argent et je lui dis, écoute, tu me rendras l'argent plus tard, mais l'essentiel c'est ta fille, de pouvoir lui donner à manger, de l'habiller, etc. Et évidemment, il prend cet argent. Moi, je suis pleine d'espoir à ce moment-là, je me dis, bon, c'est aussi mon rôle de l'aider. On est ensemble depuis presque 2 ans. Il va s'en sortir. Et puis, on va remonter la pente ensemble. Comme je vois qu'il n'y a rien qui s'arrange et qu'il s'isole et qu'il me délaisse, je le quitte une nouvelle fois. Il arrive encore à me récupérer avec des tonnes de messages. En me recontactant, il m'apprend qu'il a déménagé. Il a quitté Paris parce qu'il ne pouvait plus payer l'appartement et il est parti vivre à Clermont-Ferrand. Son père et sa sœur vivent là-bas et ils gèrent un restaurant. Et donc, il a trouvé refuge auprès de cette famille-là qui est adorable et prend soin de lui et qui l'héberge. Il me dit qu'il essaye de se relever financièrement. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait la sécurité de temps en temps dans des bars, des établissements qui appartiennent parfois à son père, et il fait la porte, il est portier de temps en temps le week-end. Ça lui permet de payer son voyage quand il vient à Paris chez moi, de payer le quotidien. Et puis, évidemment, moi, j'aide toujours un petit peu financièrement. Il me demande un jour de le rejoindre là-bas. Donc, je pars quelques jours à Clermont-Ferrand. On est heureux de se retrouver. Et moi, j'avais pris un hôtel pour pas déranger sa sœur. Donc, il me présente sa sœur. Il m'amène au restaurant de sa sœur et de son père. Je suis présentée à la sœur, je suis présentée au père. Je suis heureuse parce que je me dis, je rencontre enfin sa famille. Le temps passe et un événement va se produire. Je reçois un matin une photo de lui. Il est à l'hôpital, le bras en sang. Et là, je suis en panique, quoi. Je le vois, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je te raconterai. Bon, le soir, il m'appelle et là, il m'explique. Je faisais la porte du club et quand j'ai terminé au petit matin, j'ai vu 2 mecs qui commençaient à se chauffer. 2 ivrognes. J'en ai vu un qui a commencé à sortir une lame pour planter l'autre. Alors j'ai tout de suite sauté dessus pour attraper la lame et le désarmer. Mais ça a dérapé. Il m'a planté ce con à la place de l'autre. Je pissais le sang. Le patron de la boîte est sorti, il m'a fait un garrot.
Ils m'ont amené direct aux urgences. Et là, ils ont vu que j'avais l'artère radiale de sectionnée. Ils m'ont opéré. J'ai une dizaine de points. C'est horrible, mais ça me fait un coup au cœur, mais t'aurais pu y passer. T'inquiète, ça va. Je suis fatigué, j'ai mal, mais ça va. Je vais me reposer. Je suis quand même assez fière de lui parce que je me dis, il a quand même sauvé la vie de ce type-là qui allait se faire agresser au coup de cutter. Bon, il s'en sort pas si mal, quoi. Il est immobilisé, hein. Il a des séquelles, il a du kiné, il peut plus conduire pendant 1 mois. Voilà, donc ça c'est l'épisode de l'été 2019 qui est assez triste, mais bon, je suis évidemment fière de lui, de ce qu'il a fait. Et on arrive au mois d'octobre 2019, où ce soir-là, je vais le chercher à la gare de Bercy. Il arrive de Clermont. Il doit passer évidemment la semaine à la maison, on a prévu plein de choses. Donc je le récupère à la gare, je suis au volant de la voiture. Il arrive, il sort de la gare et il est au téléphone. Ouais, ok, ouais. Là, il monte dans la voiture, il est toujours au téléphone. Ouais, mais le mec, il nous verse quand la compte, en fait. Donc moi, je commence à rouler. Il est avec son associé, son collègue, pour un chantier d'architecte. Il faut qu'on commence les travaux, Anthony, et moi j'attends, là, mon pote. Donc il parle de boulot. Et au moment où il raccroche, donc il prend son téléphone dans la main, il raccroche. Et là, je vois s'afficher une photo. Très furtivement d'ailleurs, parce que l'écran s'éteint. Et je conduis. Et cette photo, j'ai eu l'impression de voir 2 enfants. Et 2 enfants en bas âge. Et je me dis, mais c'est étrange parce que qu'il ait la photo de sa fille en fond d'écran, je veux bien. Mais pourquoi il y en a 2 ? Et je réfléchis tout au long du trajet, il me parle, je l'écoute pas vraiment, je pense à cette photo que je viens de voir, je dis rien. Et je me dis, mais ce deuxième enfant, est-ce que ça serait pas son neveu, l'enfant de sa sœur ? Mais il avait l'air bien petit quand même. Et j'ai une étrange impression. Et j'ai tous mes sens en alerte. Je me dis, il y a quelque chose. Et on rentre à la maison, je dis rien. On se couche. Et je me dis, cette nuit, je vais essayer de prendre son téléphone. Parce que, en fait, si je vois cette photo, déjà, je vais bien me rendre compte qui est l'autre enfant. Et si je ne vois plus cette photo en fond d'écran, ça veut dire qu'il a changé ce fond d'écran. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec cette photo. J'attends qu'il dorme profondément. Et l'indicateur va être les ronflements, parce que c'est quelqu'un qui ronfle beaucoup. Je cherche le téléphone, il était à côté de lui, donc je ne peux pas le prendre parce que ça va le réveiller. Donc je me dis, soit, je vais attendre patiemment demain matin, quand il va prendre la douche, je vais essayer d'attraper le téléphone et de regarder. Le lendemain matin, il prend la douche, je rentre dans la salle de bain, je cherche le téléphone, pas de téléphone. Je me dis, c'est étrange. Je sors, je cherche dans ses affaires, pas de téléphone. Et là, je suis bien obligée de me rendre compte qu'il cache son téléphone quand il prend la douche. Et évidemment, je me dis, s'il cache son téléphone quand il prend la douche, finalement, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Je sais déjà. Donc, je n'ai plus besoin de savoir ce qu'il y a en fond d'écran. Je n'ai plus besoin d'enquêter. Je sais qu'il y a quelque chose qui me cache. Et là, je ne montre rien. Je me dis patience, il va falloir que ça sorte. Il va falloir que je lui pose la question. Je ne sais pas trop comment faire, parce que je sais qu'à partir du moment où je vais lui poser la question, où je vais mettre ça sur la table, ça va partir en pugilat. Et j'attends 2-3 jours, comme ça. Et le 3e jour, je sais que c'est ce jour-là. Je me réveille et je suis sûre de moi. Je me dis que c'est ce soir-là que ça va exploser. Et ce soir-là, ça explose. C'est ce fameux soir où il rentre du travail et qu'on est censé aller au cinéma et qu'il prend sa douche, il fait couler l'eau. Et là, je lui pose la question, est-ce que tu as un 2e enfant ? Oui, j'ai une 2e fille de 2 ans et demi. C'est arrivé quand nous étions séparés. C'était mon choix, je l'ai fait pour moi. On s'est mis d'accord avec une fille que je connaissais. On n'a même pas couché ensemble. C'était juste une insémination. Et ça ne te regarde pas. Donc je me liquéfie sur place et je me rends compte qu'en fait, à chaque fois qu'il venait chez moi, il changeait le fond d'écran de son téléphone.
Et que ce soir-là, quand je suis allée le chercher à la gare de Bercy, comme il était au téléphone avec une personne, il n'avait pas eu le temps de changer le fond d'écran. La conversation est lunaire, avec encore une tonne de mensonges. Et je m'aperçois que je suis face à un menteur comme je n'ai jamais rencontré. Je ne crois pas une seule seconde à ce qu'il va me raconter. Et il va retourner la conversation en me faisant passer pour une folle, que je suis hystérique. Mais tu croyais quoi en fait? Notre histoire était en dents de scie. Je t'ai jamais rien promis. Et le fait que tu réagisses comme ça, ça me prouve juste qu'on est totalement différents et qu'on sera jamais en accord. C'est toi qui es lunaire, ma pauvre. Enfin, des trucs horribles qui étaient mais à 10 milliards de kilomètres par rapport à tout le numéro de claquettes qu'il m'avait fait depuis des années, à pleurer, à appeler mes amis, à pleurer comme un enfant parce qu'il ne pensait qu'à moi, que je le hantais, qu'il était fou de moi, etc. Là, on était face à un type, mais d'une froideur, et plus du tout le même homme, quoi. Et je me dis, mais qui est cet homme? Mais qui est-il au fond? Parce que je ne le connais pas. Et c'est là que va commencer mon enquête. Donc il est 21h30 et je le jette de chez moi avec sa valise. Il s'en va. Et là, la première idée, c'est de me dire, il faut que je contacte la mère de cette première gamine. Parce qu'elle doit forcément être au courant qu'il y a une deuxième petite fille. Forcément, elle doit savoir ça. Donc j'avais son nom. Et je lui envoie un message sur Messenger. Il est 22h31. Bonsoir, je suis vraiment désolée de te déranger. Je suis Daline, la personne avec qui le père de ta fille a une relation depuis 8 ans. J'ai appris des choses à son sujet aujourd'hui. Je suis sous le choc. Est-ce qu'on peut se contacter par téléphone? Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. J'avais jamais vraiment osé jusqu'à présent, mais là c'est trop grave. Un grand merci d'avance. Et là, le téléphone sonne. C'est elle. Bonsoir. Je comprends pas. Bonsoir, je suis désolée de te déranger avec ça. Ça fait 8 ans que j'ai une relation avec lui. Et je viens d'apprendre ce soir qu'il a un autre enfant. Attends, ça fait 8 ans que t'es avec lui? Oui. Je me sens pas bien là. Faut que je m'assoie. Mon Dieu. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. On a 2 enfants. Et il voulait même qu'on se marie dans quelques mois. Enfin, c'est le feu d'artifice dans ma tête, là. Là, ça clignote de partout. C'est indescriptible, quoi. C'est le coup de massue. Et quelque part, c'est bizarre, mais quelque part, je suis pas étonnée. C'est assez étrange, hein, ce qui se passe en moi. Et je sais pas, je pense qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait qu'il n'était pas franc, qu'il cachait quelque chose. Et là, tout s'explique, quoi. C'est 8 ans de mensonges, 8 ans de double vie. Je découvre un autre homme. Et la conversation, elle se poursuit. C'est toi qui as eu le cancer? Et je suis pas au bout de mes surprises et des révélations. Le cancer, c'est encore un moment assez hallucinant que j'ai dû vivre avec lui. C'est quelque chose qui m'est arrivé en 2017, donc 2 ans auparavant. Soit près de 6 ans après notre rencontre, on me découvre une tumeur maligne, un cancer rarissime. Je suis séparée de lui, hein, je n'ai plus de nouvelles, je n'en veux plus. Et quand on me découvre ça, bien évidemment, tout le monde est au courant autour de moi, tout le monde me soutient, y compris les amis qu'on a en commun. Et donc ça va lui arriver aux oreilles. Et là, en fait, il va carrément appeler une de mes meilleures amies pour me récupérer. Le type, il joue les victimes. On a l'impression que c'est... Il n'y a pas eu de vie avant moi, il n'y en aura plus jamais après, quoi. Donc ça marche, parce que, évidemment, je suis en situation de faiblesse. Donc il revient dans ma vie. Je dois me faire opérer, je viendrai à l'hôpital avec toi, je suis pas seule, je vais à l'hôpital, il sera là. On est vraiment sur un film hollywoodien, quoi, hein, c'est merveilleux. Hein, dans l'épreuve la plus terrible, le sauveur est là, le prince charmant est là pour sa belle, quoi. Et donc quand elle me dit c'est toi qui as eu le cancer, je repense à tout ça et je me doute pas une seule seconde de ce qu'elle va me raconter. C'est toi qui as eu le cancer? Oui, comment tu sais? J'ai su qu'il m'avait trompée une fois. On m'avait prévenu qu'il y avait eu une autre fille. Il a fini par avouer en disant qu'il connaissait une fille qui avait un cancer et qui était complètement psychopathe. Elle le harcelait pour coucher avec et il avait fini par craquer une fois parce qu'il avait eu pitié d'elle avec son cancer et qu'elle allait y passer.
Il m'avait juré que c'était fini et que ça avait été une erreur et que ça n'arriverait plus jamais. Voilà comment il parlait de moi à cette femme. C'est formidable. Et je découvre que leur deuxième fille est née juste après mon opération. Voilà. Il était avec moi tout ce temps alors que elle était enceinte sur le point d'accoucher. Et il était avec moi à l'hôpital dans cette épreuve. Je me dis, mais c'est monstrueux. C'est un monstre. Comment on peut faire ce genre de choses? C'est un psychopathe. Comment on peut manipuler et jouer avec une personne qui est en train de vivre un drame absolu? Là, je suis au début, mais au tout début, de comprendre qui est ce type. C'est une sorte de puzzle avec, on va dire, 5000 pièces. Et là, je prends une pièce par une pièce pour reconstruire ce puzzle. Il n'a jamais habité à Clermont-Ferrand. Il n'a jamais habité chez sa sœur. Il ne la voit d'ailleurs jamais. Il n'a jamais travaillé là-bas non plus. En fait, il vivait à 3 quarts d'heure de là, à Vichy. La blessure au bras qu'il a eue en travaillant à la porte d'une boîte de nuit, ça n'a jamais existé, puisqu'il n'a jamais été portier de boîte de nuit là-bas. Je découvre en fait qu'il s'est juste blessé en changeant une latte de parquet. En fait, il a loupé sa vocation, il aurait dû être scénariste, le type. J'avais été à Clermont-Ferrand, passé quelques jours avec lui. Il m'avait présenté son père, sa sœur, tout ça. Tout était monté de toutes pièces, quoi. Il avait fait en sorte que je ne discute pas vraiment avec ni l'un ni l'autre. Le restaurant de son père existait bien, mais tout le reste n'existait pas. Je m'aperçois qu'en fait, quand il a emménagé, soi-disant à Clermont-Ferrand pour quitter Paris, il a emménagé à Vichy. Il a emmené cette fille avec leur première fille pour l'éloigner de Paris et qu'elle ne découvre pas la vérité. Donc il l'a carrément isolée de tout le monde, quoi. Et comme ça, il pouvait continuer à vivre sa vie avec moi à Paris. Et donc, pareil, je découvre que la société de protection rapprochée en Suisse n'a jamais existé. Les allers-retours en Suisse n'ont jamais existé. Donc l'émission était bidon, c'était juste pour passer d'une fille à une autre. En fait, ils travaillaient pas quand il était à Vichy. Ils étaient ensemble. Quand il était portier dans les boîtes de nuit, c'est qu'il était avec elle, pour moi. Voilà. Et quand il était avec moi, il était en mission. Pour elle. Et elle me raconte une petite anecdote qui est somme toute rigolote d'ailleurs. Elle est, elle, en photo de profil avec lui sur son Facebook, à elle. Donc ils sont tous les deux amoureux sur la plage, collés serrés, voilà. Et quand on va se remettre ensemble, après une énième rupture, il va aller la voir en lui disant « Bon écoute, ta photo de profil, tu la dégages. On vient de dessouder un mec en mission là. Tu peux pas mettre de photo de nous deux. Je suis pas à l'abri des représailles. Si on nous voit tous les deux, toi aussi t'es en danger. Allez, découpe la photo, faut pas qu'on me voie. » Ok, je vais l'enlever, ce sera plus simple. Elle s'exécute parce que, évidemment, elle croit qu'il fait des missions et qu'il est bodyguard depuis des années, comme il fait croire à tout le monde. Donc, elle va changer sa photo de profil. Il m'avait parlé qu'il avait fait des études pour être architecte d'intérieur, qu'il avait fait pas mal de projets, donc il montrait régulièrement les photos de ses projets. Il avait parlé d'un projet qu'il avait réalisé à Ibiza, une chaîne de restauration rapide japonaise. Je me rappelle de tous ces détails et je rentre en contact avec un gars qui a travaillé dans ce restaurant à Ibiza. Je l'appelle et je lui pose évidemment des questions sur la participation du bodyguard architecte dans ce projet. Et là, il rigole. Architecte? Pas du tout. Le mec qui s'occupait des commandes, il s'occupait de la bouffe. Moi, je veux dire, ce mec-là, c'était un mythomane. Personne ne pouvait le prendre au sérieux, on se foutait de sa gueule sans arrêt, nous. Et puis bon, t'es au courant qu'il s'est fait virer. Il piquait dans la caisse, ce gars. Je pense pour s'acheter sa coke. Alors là, c'est cocaïne. Cocaïne. Les bras m'en tombent. Donc je découvre aussi que c'est un ancien toxico. Et je repense à tout le discours qu'il a pu me tenir depuis des années et le regard très critique envers les gens qui prenaient de la drogue. Et il montrait un personnage évidemment qui avait une vie saine, très saine même, sportif, sans drogue, en buvant très peu.
Bon, on était à l'inverse de tout ça. C'est sans fin, les découvertes, c'est sans fin. Finalement, il n'est ni bodyguard, ni architecte. Donc, en fait, je me demande ce qu'il a bien pu faire dans sa vie professionnelle et comment il a pu gagner de l'argent si un jour il en a gagné. Alors, la seule possibilité qui s'offre à moi, c'est d'aller récupérer son dossier Pôle emploi. Et donc, j'envoie un ami qui se fait passer pour lui. Il arrive à m'obtenir tout un tas d'informations sur son parcours professionnel. Et là, je découvre que c'est le néant, en fait. Il n'était pas architecte. Il faisait tout simplement un petit chantier une fois tous les 1 ou 2 ans, comme petit chef de chantier. En fait, en gros, c'est l'inspecteur des travaux finis. Et grâce à ça, il prenait des petites commissions au black à droite à gauche. Il m'avait inventé qu'il avait défilé pour Jean-Paul Gaultier, qu'il avait été, quand il était jeune, un petit peu mannequin. Bon, il était hôte d'accueil, hein, il faisait de la figuration à droite à gauche. Enfin, tout ça était faux, quoi. Il a fait 3 photos. Et en fait, il a été serveur, tout simplement. Dans le dossier de Pôle emploi, il dit à la dame qui le reçoit, je voudrais être bodyguard. Donc il a fantasmé, il a rêvé, il s'est vu en Kevin Costner. Et mon ami récupère aussi des informations auprès de la CAF. Et là, je découvre qu'il a escroqué la CAF pendant 3 ans en se déclarant homme seul au foyer pour élever son enfant. Évidemment, il ne vivait pas seul, il vivait avec la mère de ses filles. Donc, grâce à cette fausse déclaration, monsieur pouvait avoir un petit salaire, un petit complément de salaire pour pouvoir mener sa vie de bellâtre. Il pouvait continuer à faire croire qu'il travaillait. Vu qu'il a menti à peu près sur tout, il a dû aussi me mentir sur son fameux redressement fiscal. Je récupère un dossier administratif et là, bingo. En fait, il n'y a jamais eu de redressement fiscal. Cette société ne gagnait tout simplement pas d'argent. Donc en fait, tout ce mensonge n'avait qu'un seul but, c'était de se faire entretenir, c'était qu'on lui prête de l'argent, donc ce que j'ai fait. Parce que moi, je n'avais qu'une idée en tête, c'était que sa fille puisse avoir à manger, de quoi s'habiller. Mais en fait, cet argent a dû servir à ce qu'il fasse le beau auprès d'autres femmes ou d'autres hommes. Alors je continue mon enquête, je gratte, et je vais sur son Facebook. Je clique sur la photo de son profil, et là, je n'en crois pas mes yeux. Je vois un commentaire, c'est marqué « beau gosse » avec des smiley cœurs. Et je vois le nom, je me dis « mais c'est pas possible ». C'était la pharmacienne en bas de chez moi. Et je me dis « mais comment il peut être ami avec la pharmacienne en bas de chez moi ?» Je n'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il fout à dialoguer avec elle sur Facebook ? Je me dis je vais aller la voir pour lui poser la question. Donc je descends, je vais la voir et elle m'avoue tout. C'était il y a 4 ans, j'étais en plein divorce. Il est venu à la pharmacie, on a commencé à discuter, il me parlait d'architecture. Et puis on a échangé nos numéros, on s'est recontacté plusieurs fois par message et puis il m'a invité à dîner. Un jour il m'est venu chez moi. Je me souviens qu'il m'a montré des photos de ses créations d'architecte. Il a même proposé de me refaire ma terrasse. T'as couché avec ? Non, mais on s'est juste embrassé dans son 4x4. Il me disait qu'il cherchait le grand amour. D'ailleurs, elle me montre tous leurs messages, les échanges, et là, pareil, je me dis, mais c'est en bas de chez moi. J'en viens à m'intéresser à d'autres détails du personnage, notamment sa religion. Au tout début, quand je l'ai rencontré, il avait donc une étoile de David autour du cou. Il avait aussi un nom qui pouvait laisser penser qu'il était juif. Et il avait sa kippa dans la boîte à gants, voilà, toujours prêt à dégainer. Et il avait surtout un tatouage en hébreu sur sa poitrine, côté cœur. Je décide, avec une photo, d'aller expertiser ce tatouage. Je contacte une personne qui est israélienne. Et là, elle me dit ça ne veut strictement rien dire. On ne peut pas traduire cette chose. On est chez le baltringue, mais dans toute sa splendeur, quoi. C'est-à-dire que même le tatouage en hébreu, il a pas su le faire correctement. C'est presque risible, c'est un sketch, quoi, le type. En fouillant, évidemment, du côté de sa famille, j'apprends que, en fait, il n'est absolument pas juif.
Ses parents ne sont pas juifs, il allait d'ailleurs au catéchisme quand il était petit. Et j'apprends qu'il a une 3e fille avec une autre femme, bien plus grande, âgée d'une 15aine d'années, qu'il n'a jamais reconnue. Je fais le bilan de ces 8 ans et je me dis que j'étais avec un mythomane. C'est une pathologie de l'ordre psychiatrique. C'est un mélange de Jean-Claude Roman, Christophe Rocancourt pour le côté escroc, le mythomane qui s'invente une vie tellement il déteste la sienne. Il s'est rêvé bodyguard, il s'est rêvé architecte d'intérieur et il le met en scène. C'est un peu le Madoff de la séduction. Il va séduire plein de femmes, se faire entretenir. Et puis, avec l'argent qu'il arrive à récolter d'une femme, il va pouvoir jouer le bellâtre pendant quelques mois avec une autre pour faire croire qu'il a de l'argent, que c'est un architecte. Et puis après, il trouvera un prétexte pour ou disparaître ou se faire plaindre. C'est l'escroc, le mythomane, qui est, je pense, au fond de lui, extrêmement malheureux, quoi. Il a 46 ans, il a raté sa vie, et c'est un être qui est, je pense, terriblement seul. Comment j'ai pu me faire avoir à ce point-là? Comment une journaliste qui fait des enquêtes, qui est entourée de dossiers parfois semblables à celui-là, comment je n'ai pu rien voir? On en est tous un peu là, les victimes, c'est qu'ils sont forts. Et puis il y a un paramètre qui modifie beaucoup de choses, qui biaise beaucoup de choses, c'est l'amour. Quand on dit l'amour rend aveugle, c'est vrai. Donc oui, l'amour, la passion, et puis ils savent y faire. C'est des beaux manipulateurs, ils sont diaboliques. Je vais pas me flageller, c'est fait. Cette histoire, je l'ai vécue. Je m'en sors finalement pas si mal parce que j'ai laissé un peu d'argent, certes, mais je suis ni à la rue, ni dans le besoin. Je n'ai pas eu d'enfant avec lui, heureusement, et je suis déjà passée à autre chose. C'est une histoire rocambolesque, très cinématographique finalement, tellement incroyable. Mais c'est aussi une enquête qui a été fascinante. Découvrir qui était cet homme, j'y suis arrivée. Au final, c'était en fait un chômeur professionnel, un gigolo, un escroc, un mythomane. C'était le Jason Statham de Vichy, le Bruce Willis de l'Allier.